C'était le procès Jubilard, effectivement, où je défendais une partie civile, meilleure amie de Delphine Jubilard. Qu'en est-il de l'organisation mentale? Est-ce qu'il y a une préparation mentale nécessaire? Mes toutes premières assises, 4 mois, 5 mois de barreau, c'était le procès contre un génocidaire rwandais. Ça dépasse seulement le cadre de la vie professionnelle. Là, j'ai été avocate de victime aussi dans le procès des attentats du Bataclan, l'attentat de Nice. Il y a aussi cette image de voit presque ça comme une compétition à celui Oui. qui défendra le mieux le dossier. Il faut arrêter de se dire qu'on est focus tout le temps, c'est faux. Comment est-ce qu'on parle à notre client du fait qu'on s'est trompé? Comment on reconnaît nos erreurs sur ça? Le standard du cabinet a été vraiment pris d'assaut. Un mot, c'est compliqué, hein, Ouais, mais... un mot, c'est compliqué. Je ne savais pas sur quoi j'allais plaider jusqu'à la fin. Bonjour à tous, je suis Ifa de Geomantis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Aujourd'hui, j'accueille Maître Safia Akori avec moi au studio pour parler un petit peu de son parcours, de ce que c'est le métier d'avocat pénaliste notamment, de ce que ça représente de soutenir, d'accompagner pendant un procès notamment des procès médiatisés. Moi, pour vous introduire et pour revenir un petit peu sur la... Parce que ça fait quelques temps que je ne suis pas venue, je fais de la création de contenu depuis quelques années, de la vulgarisation juridique sur les réseaux sociaux. Et j'accompagne les interviews. J'interviens notamment pour La Parole des Pros, des interviews où j'interviewe les professionnels de droit et les professions connexes au droit pour parler un petit peu des différents métiers qui existent dans le droit et notamment les métiers qu'on ne connaîtrait peut-être pas. Donc aujourd'hui, avec... Safia Akori, est-ce que tu veux bien te présenter? Est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Merci Ifa, déjà merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Safia Akori, je suis avocate au barreau de Paris depuis 2013, spécialisée en droit pénal exclusivement. J'ai une formation de droit international initialement, je faisais des droits de l'homme. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, je me suis concentrée sur le droit pénal. J'ai été deuxième secrétaire de la conférence du barreau de Paris. Ça m'a amenée pendant 1 an à être commise d'office en matière criminelle, beaucoup en matière antiterroriste. Et puis depuis, donc ça c'était en 2018, ça fait un petit moment maintenant. Depuis, je continue à pratiquer exclusivement en droit pénal. Et maintenant, je travaille dans un cabinet d'arbitrage international où j'anime toute l'activité de droit pénal, ce qui fait que je fais aussi du pénal des affaires. Mais je continue à être commise d'office et à faire du pénal de droit commun. Je trouve que c'est très important. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que tu veux bien nous parler, pour commencer, du dernier procès auquel tu as été l'avocate, pour laquelle tu as été avocate? Alors, le dernier long procès date d'il y a très peu de temps, il y a une dizaine de jours. Ça s'est terminé, oui, il y a 15 jours maximum. C'était le procès Jubilard, effectivement, où je défendais une partie civile. La meilleure amie de Delphine Jubilard, qui, au-delà d'être sa meilleure amie, était sa confidente, était un témoin clé de beaucoup de choses, et notamment de l'intimité du couple depuis quelques années. Ce procès a duré 4 semaines. C'était à distance, c'était dans le Tarn à Albi, donc pas facile d'accès par ailleurs. Et c'est vrai que ça a été une expérience, parmi d'autres, parce que c'est quand même pas la première, mais ça a été une expérience en termes d'organisation, de gestion, de la vie privée, de la vie professionnelle, du cabinet, des clients de manière générale. Voilà. Merci beaucoup. Comment ça s'organise d'ailleurs sur cette question d'organisation, un procès d'assises, surtout de cette envergure? Comment est-ce que on accompagne son client? Comment on s'organise? Parce que ça demande beaucoup un cabinet, il faut qu'il continue à tourner pendant ces 4 semaines-là. Comment est-ce qu'on fait? On fait comme on peut. On fait vraiment comme on peut. C'est pas la première fois que je fais un long procès. J'ai eu la chance et l'honneur de participer à des procès d'envergure ultra médiatique et très longs, plus longs que celui-ci. Mes toutes premières assises, je crois que j'avais 4 mois, 5 mois de barreau. C'était le premier procès contre un génocidaire rwandais. Ça avait duré 3 mois. Donc, c'était une des premières fois où j'ai appris à m'organiser et à gérer les autres dossiers en parallèle d'une audience toute la journée, tous les jours, pendant 3 mois et demi.
J'ai aussi été avocate en défense dans le procès Charlie Hebdo et les attentats de janvier 2015, donc Charlie Hebdo et l'hypercachère. Aussi les bonbonnes de gaz de Notre-Dame, qui était un attentat raté, mais du coup, ça avait duré 1 mois et demi, 6 ou 7 semaines. Là, j'ai été avocate de victime aussi dans le procès des attentats du Bataclan. L'attentat de Nice. Donc, au bout d'un moment, on commence à apprendre cette routine qui est de scinder un peu son cerveau, d'être capable de travailler aussi pendant les audiences. Parce qu'après, il faut être réaliste. Quand c'est des audiences qui durent des semaines et des semaines, c'est pas des semaines où on parle exclusivement de notre client, qu'on soit en défense ou en partie civile. Il faut être là, il faut être présent, il faut être un peu alerte, il faut avoir l'oreille un peu qui traîne pour comprendre ce qui se passe et puis réagir s'il y a quelque chose qui touche à notre client. Mais on peut aussi, il faut arrêter de se dire qu'on est focus tout le temps, c'est faux. On peut aussi travailler les urgences, d'autres sujets pendant. Donc ça, c'est fondamental parce que sinon, le cabinet ne tient pas. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'il faut prioriser. On est obligé de dire aux clients, de dire aux collègues au cabinet qu'il va falloir être en attente. Voilà, c'est comme ça. Pendant 2-3 semaines, je suis désolée, je ne pourrai pas traiter, je ne pourrai pas être aussi réactive. Petit exemple, c'est que là, durant le procès Jubilard, on ne captait quasiment pas dans la salle d'audience. Et donc ça devient un véritable sujet. Pendant 1 mois, toute la journée, tous les jours de la semaine, les textos ne passent pas, le Wi-Fi est mauvais. Là, ça devient plus compliqué. Mais on s'adapte. Voilà. Et là, c'est la partie organisation technique. Qu'en est-il de l'organisation mentale? Est-ce qu'il y a une préparation mentale nécessaire? Comment est-ce que, plus personnellement, on s'organise pour un procès de cette envergure qui va être très médiatisé et qui est très médiatisé et donc qui apporte aussi une exposition autre que du point de vue purement professionnel, avocat, plus personnel. Comment est-ce qu'on s'expose à ça? Alors moi, ça y est, maintenant, avec le temps, j'ai intégré une chose, c'est que qu'un procès soit médiatique ou pas, je le traite de la même manière et je le prépare de la même manière. Je refuse catégoriquement, ça a été long pour y arriver, mais je refuse catégoriquement de me laisser influencer par la médiatisation d'un procès dans la façon dont je vais l'aborder et dans la façon dont je vais le traiter, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Je suis probablement une des pires clientes pour les journalistes. Je le dis avec humour et pour l'immense majorité, ils ne m'en tiennent pas rigueur parce que j'ai beaucoup de pédagogie à leur égard pour leur expliquer pourquoi. Mais je ne traite aucune demande de journaliste en amont d'un procès. Je refuse de parler aux journalistes en amont d'un procès. Je laisse mes clients faire ce qu'ils souhaitent. Je leur explique que je préférerais qu'on évite tant qu'on n'a pas donné la primeur de notre témoignage, de nos arguments, de notre plaidoirie aux jurés. Je pense qu'il est très compliqué de rester crédible face à des jurés d'assises ou même des juges quand on apporte des arguments qui ont déjà été un peu galvaudés et déjà été traités, retraités, digérés, ressortis par des journalistes d'une manière différente et c'est humain, souvent de manière très synthétique et caricaturale parce que c'est le travail aussi des journalistes de synthétiser. Et de faire sous un prisme aussi. Et de le faire sous un prisme, pas de caricaturer mais en tout cas de synthétiser. Parfois c'est compliqué et je dois reconnaître que dans le procès Jubilard, c'était assez compliqué. Le standard du cabinet a été vraiment pris d'assaut. Mon téléphone portable aussi. Mais voilà, ça fait partie des choses. C'est un travail de ne surtout pas se laisser polluer par ça. Avant, c'était le cas. Maintenant, plus du tout. Ça ne m'atteint pas du tout. Et pour la petite anecdote, la seule et unique prise de parole face micro que j'ai faite, de manière très volontaire et assumée, c'était à la sortie de l'audition de ma cliente. Et ça a été pour faire 2 minutes de discours aux journalistes dans lequel je leur expliquais que je n'avais pas d'avis sur ce procès, que mon avis était réservé aux jurés, que je n'étais pas commentatrice de procès, que je comprenais leur travail mais qu'il fallait qu'ils comprennent le mien et qu'un avocat
Son travail n'est pas, quand il est avocat d'une procédure, n'est pas de commenter cette procédure sur les plateaux. Très franchement, que des gens extérieurs, que des confrères et des avocats qui ne sont pas dans la procédure puissent aller sur des plateaux et vulgariser le sujet et démocratiser le sujet, ça ne me choque pas. En revanche, que des avocats impliqués dans le dossier parlent du dossier alors même que les débats sont en cours, je trouve ça dérangeant. Et donc, pour la petite anecdote, ça n'a évidemment été diffusé par aucune chaîne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et est-ce que tu travailles seul? Parce que c'est ça aussi la question. Est-ce qu'il y a une équipe derrière ou est-ce que quand on voit un avocat, par exemple, au prétoire, il travaille tout seul avec sa cliente en direct ou son client en direct et est-ce qu'il y a des mains invisibles ou des mains dans l'ombre, en tout cas, qu'on ne voit pas forcément, effectivement, notamment à la télé? Ou est-ce qu'on fait ça tout seul? Je pense que ça dépend des structures, des cabinets, des équipes, des gens, parce que c'est pas toujours... je veux dire, tout le monde ne sait pas travailler en équipe, forcément. Moi, je sais qu'un de mes grands défauts, c'est de ne pas facilement déléguer. J'ai beaucoup de mal à déléguer parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas sympa de faire le travail chiant à quelqu'un d'autre. Mais aussi parce que j'ai parfois peur que ça soit pas fait comme je voudrais que ça soit fait. Voilà. Bon, je travaille là-dessus, évidemment. Après 12 ans de carrière, c'est bien quand même d'évoluer, notamment là-dessus. La délégation, c'est toujours compliqué. C'est hyper difficile, je pense, pour beaucoup de gens. Ça dépend des procès. Typiquement, dans le dossier Jubilard, j'ai travaillé exclusivement seule. Parce que j'avais un rapport avec ma cliente qui était assez particulier, parce qu'elle était très angoissée par tout ça. Donc, je comprenais qu'elle avait besoin d'avoir un seul et unique interlocuteur. Et que donc, partant de là, je trouve que c'est difficile de demander à un avocat collaborateur de travailler sur un dossier sans jamais rencontrer le client. Au-delà de difficile, je trouve pas ça très fair et juste. Mais en revanche, typiquement, dans le dossier des attentats de janvier 2015, j'avais travaillé avec une élève avocate qui est devenue une avocate brillantissime, Inès Giacometti, parce que c'est important de la citer, elle est brillante. Et elle avait travaillé comme une dingue sur ce dossier avec moi. À un moment, je pense qu'elle maîtrisait une partie du dossier mieux que moi. Et elle était du coup avec moi à l'audience en permanence, bien entendu. Et elle a rencontré le client, elle a préparé le client. Je pars du principe que quand on travaille à deux ou quand on fait travailler quelqu'un sur un dossier, c'est pour avoir son analyse, son expertise et pas uniquement ses petites mains, quoi. Oui. Voilà. Oui, merci. Comment est-ce qu'il y a des astuces ou des solutions pour préserver un certain équilibre, notamment dans le cadre de ces procès, et notamment pour sa vie personnelle? On entend souvent parler de la vie professionnelle des avocats. Est-ce qu'on peut avoir des petits croustilles de l'organisation personnelle, genre le matin? Est-ce qu'il y a des routines? Enfin, comment ça se passe? Non, j'ai pas vraiment de routine. En revanche, une chose est sûre, c'est que il faut, c'est absolument vital, se préserver des moments avec les siens et avec ses proches. Je sais qu'il y a des procès dans lesquels je ne l'ai pas fait et où j'ai fini en très mauvais état. Je le dis très ouvertement. Typiquement, les attentats de janvier 2015, le procès qui a duré 3 mois, alors, parce que par ailleurs on était encore en couvre-feu, que c'était compliqué, que la vie sociale était arrêtée, mais aussi parce que là je l'avais pris avec beaucoup moins de recul. Moi je suis sortie de cette audience un peu cassée, un peu brisée, et j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre, et je pense que ça n'était pas que à cause de la violence de la procédure, c'était aussi parce que je m'étais totalement isolée et que je ne vivais plus qu'à travers ça. Le procès Jubilard, ça m'a épuisée physiquement parce que je faisais des allers-retours avec une logistique extraordinaire, c'est-à-dire le vol de 6h du matin, réveil à 3h45 le lundi matin, et puis pour être sûr d'arriver à l'heure à l'audience parce que le train n'était pas au bon horaire, une navette, un bus, un métro et un blablacar. Je me suis fait quand même des voyages fous, mais je me suis infligé ça et physiquement c'était dur, mais tout ça c'était pour pouvoir passer le dimanche soir en famille. Et en fait ce dimanche soir en famille, il fait que je suis revenue épuisée,
un peu malade, la crève, tout ça. Mais mentalement, ça n'avait aucun rapport avec les procès dans lesquels je m'isolais. Donc moi, j'ai tendance à dire que, mais ça dépend de chacun. Le plus important, c'est peut-être pas de se préserver physiquement, c'est de se préserver psychologiquement et mentalement en gardant des bulles dans lesquelles on a de la bienveillance, du bien-être, les siens et surtout la vie, la vraie vie, la réalité et pas juste le tunnel sombre d'un procès criminel. Tout à fait. Et est-ce que des fois, entre la vie pro et la vie perso, ça devient compliqué? Est-ce qu'il y a un moment où le procès dans lequel on est investi, dans lequel on accompagne des victimes et où la partie de la défense devient lourd à porter aussi et où effectivement ça dépasse seulement le cadre de la vie professionnelle? Bien sûr. Bien sûr, moi, depuis quelque temps, j'apprends à prendre plus de recul et à ne plus laisser le travail rentrer à la maison. Mais pendant longtemps, c'était encore le cas. Et je pense qu'on fait tous comme on peut. Mais je sais, je connais des confrères et des consoeurs qui ne savent pas faire la part des choses, effectivement, et pour qui la défense d'une partie civile ou d'un accusé devient vraiment le combat d'une vie, d'un moment, d'une session de vie. Et ça rentre aussi à la maison. Et, voilà. Et je le vois, hein, c'est des gens qui souffrent. Même pendant le procès, parce que du coup on n'a pas eu de sas de décompression. J'ai pas de recette magique, si ce n'est se faire violence et se dire que non, en fait c'est pas nous qui sommes dans ce tribunal. On porte la voix de quelqu'un, on le fait avec toutes nos tripes, toute notre âme, toute notre force. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en revanche, on ne peut pas emporter la douleur et la lourdeur de la vie des autres chez nous à la maison. Et ça, je l'ai compris quand je me suis rendu compte que c'était par respect pour les miens. Moi, j'ai fait un choix de métier. Ils ne l'ont pas choisi. Et donc, ils n'ont pas à rentrer à la maison avec la lourdeur de la perte d'une amie qui a disparu ou bien la lourdeur de 20 ans ou perpétuité encourue. Voilà. Donc, juste pour eux, je leur ramène pas ça à la maison. Et comment on en parle? Comment on en parle à sa famille? Parce que quand on a des enfants, quand on a un conjoint ou une conjointe, évidemment, ils nous voient aussi à travers peut-être l'exposition médiatique qu'on a ou qu'on n'a pas, mais quand même, il sait le contexte dans lequel on n'est pas là pendant 3 semaines ou un mois, voire sûr. Plus. Ouais. Et donc, comment on en parle? Est-ce qu'on donne des informations? Est-ce qu'on préfère tout garder? Et comment est-ce que toi, tu en parles? Moi, je réponds à leurs demandes. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais rentrer en leur disant, voilà, aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé du tout. En revanche, je répondrai toujours à leurs questions. Eux regardaient et scrollaient et scrutaient les médias, ce que moi je ne faisais pas. Donc m'alertaient sur « Ah, t'es apparu à la télé. Ah, il y a un article qui a parlé de toi. Ah, apparemment, il y a eu un coup de théâtre et t'as répondu au coup de théâtre. » Voilà, donc je réponds. Et je me limite en rien dans ce que je leur raconte quand ils me posent des questions. Et voilà. Mais en revanche, c'est pas moi qui vais initier... moi, je rentre, j'ai envie qu'eux me racontent leur journée. Et puis alors, la plus petite, pas du tout. Je lui dis, je suis au travail, et puis voilà. Et donc, la visio du matin, c'est ah, mais t'as pas ta robe du travail? Non, mais je suis encore dehors, je vais rentrer au travail. Mais pourquoi t'es pas au travail de d'habitude? Voilà, elle a bien vu qu'il y avait un truc un peu étonnant parce qu'elle me voyait plus. La robe au prétoire. La robe au prétoire, exactement. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est pas moi qui vais rentrer pour raconter, qui vais raconter en rentrant. En revanche, ils sont en demande et effectivement, je leur raconte quand ils me demandent. Oui. Est-ce qu'il y a un petit brief médiatique pour la famille en leur disant ne regardez pas CFN ou ne consultez pas? Non. Je les laisse faire. Et d'ailleurs, c'est pour la blague, ce sont les proches qui m'ont alerté sur des images et du son volés. Qui est apparu dans un documentaire, je le dis, dans un documentaire BFM. BFM avait une équipe qui suivait les avocats de la défense pendant 4 semaines. Et il y a un moment où j'ai un échange avec les avocats de la défense dans le couloir à la sortie de la salle d'audience, donc dans le couloir derrière réservé aux professionnels. Et ni les avocats en défense ni moi ne voyons qu'on est filmé.
Et il y a un passage entier de notre échange qui est capté en termes d'image et de son, et à tel point que d'ailleurs c'est même sous-titré, parce que comme on porte pas de micro et qu'ils sont obligés de sous-titrer mon propos, et qui est diffusé. Ça dure, je crois, 2 minutes. Et donc c'est mes proches qui m'alertent en me disant « Ah, bah ça y est, t'es enfin passé à la télé, BFM ». Je dis non, je n'ai toujours pas accordé d'interview à qui que ce soit. C'était vraiment, on venait à peine de sortir de l'audience. Et donc après, je les ai appelés et ils m'ont dit, écoutez, on pensait que vous saviez, donc on va couper. Mais non, c'est eux qui m'ont même alerté sur des mentions par les médias de mon travail. Voilà. Bien, comme quoi, ouais. Il faut avoir quand même informé la famille. Oui, il faut avoir informé la famille du fait qu'on est là pour qu'ils nous disent attention, il y a ton image. Écoute, je t'ai vu sur tel réseau social. C'est ça, exactement. Bah oui, d'ailleurs, là encore, là c'est ma cliente qui m'a dit, par contre, le documentaire est encore disponible sur TikTok. La partie où je suis dans un échange privé avec les avocats. Et d'ailleurs, en parlant des échanges avec les autres avocats de la partie de la défense, comment est-ce qu'on gère au niveau du relationnel avec les parties qui sont ou qui pourraient être vues comme contre nous? C'est pas contre nous, évidemment, ils défendent un autre client, un client qui fait partie d'une autre partie. Mais comment ça se gère très bien. Ça se gère très bien. Enfin, pour ma part en tout cas. Je suis extrêmement confraternelle et respectueuse de ce principe fondamental de notre métier. Je ne pense pas 2 secondes que les gens sont identifiables à leurs clients, de la même manière que je ne souhaite pas qu'on m'identifie à mon ou ma cliente. Je respecte leur travail et je pense que le travail en défense, il est particulièrement dur parce que moi, je fais principalement de la défense, donc je suis encore plus à même de comprendre la difficulté de cette position-là. En revanche, mais ça fait partie de ma personnalité, moi, je suis totalement honnête et franche et je ne cache pas ce que je pense, je le dis juste avec diplomatie. Et donc, l'échange dont je suis en train de parler, c'est effectivement un moment de grosse tension, peut-être le moment de grosse tension avec la partie adverse pendant l'audience. Et donc, quand on sort de la salle d'audience, effectivement, les avocats en défense viennent me voir en me disant « Safia, il y a un problème ». Je dis « Oui, là, il y a un problème ». Et donc, j'échange et je leur dis gentiment. Et ça se termine en disant « Ok, c'est bon, allez, c'est pas grave, maintenant, on passe à autre chose ». Et effectivement, on passe à autre chose après. Ça fait partie du travail. À un moment, comme je le disais, je ne suis pas celle qui a perdu son ami proche. Je ne suis pas celui qui encourt 20 ans, perpétuité, voilà. Et ben de la même manière, ça vaut pour quand je suis à la maison, et donc je ne ramène pas mon dossier à la maison, mais ça vaut pour le rapport que j'entretiens avec mes confrères. Et je ne ramène pas ça dans ma relation avec les confrères. Eh bien, c'est bon à savoir. On ne se bat pas. Il y a aussi cette image de l'avocat très investi effectivement par son affaire et qui voit presque ça comme une compétition à celui qui défendra le mieux le dossier et la peine comme une récompense presque. Oui. Mais là où je te rejoins, c'est que je ne suis pas certaine d'être suivie par tous sur ma façon de voir les choses. Je confirme avoir bien évidemment croisé des confrères ou des consoeurs qui ne savent pas faire la part des choses. Ça fait partie de la vie. Voilà. Il y a de tout et c'est aussi ce qui fait la beauté du métier d'avocat. Sa diversité. Et sa diversité. Et voilà. Et on a besoin parfois, c'est dur à dire et j'ai mis du temps à le comprendre, on a besoin parfois d'avoir des confrères comme ça qui ne savent pas faire la part des choses pour donner encore plus de crédit et de valeur aux superbes et extraordinaires avocats qui savent faire la part des choses et avec qui on a un rapport de solidarité, de soutien hyper fort. Dans le procès des attentats de janvier 2015, j'ai eu un soutien mais extraordinaire de certains avocats de partie civile qui sont devenus des amis depuis, des gens brillantissimes et qui voyaient à quel point c'était difficile d'être parfois identifié comme l'avocat du terroriste d'un des pires attentats que la France ait vécu et donc d'être la bête noire. Et j'avais un soutien extraordinaire de gens qui venaient me voir à la fin d'audience. C'était des avocats de partie civile et de partie civile fortement violentés par ces attentats. Et les avocats qui venaient me voir en me disant est-ce que tu veux boire un verre? Est-ce que tu as besoin de décompresser? T'en fais pas? Enfin, vraiment. Et donc, je pense qu'on a besoin aussi des avocats qui savent pas faire la part des choses parce qu'ils ont existé aussi dans ce procès.
je les ai subis, pour se rendre compte de la valeur extraordinaire des autres confrères qui fonctionnent comme nous et qui font la part des choses. Voilà. Là, on parle de la relation entre les avocats et qu'en est-il de la relation entre les parties? Est-ce qu'on doit gérer la tension et la rivalité qu'il y a entre les clients et comment ça se gère? Bien sûr. Encore une fois, ça dépend de chaque avocat. Moi, j'ai une vision de mon métier qui est à 360 degrés. Je suis là pour porter la voix de mes clients. Et c'est un honneur et c'est merveilleux. Mais je pense aussi que j'ai un rôle de pédagogie. Quand on est avocat, on est auxiliaire de justice. Donc je pense que je participe aussi du bon fonctionnement de ce service public qu'est la justice et surtout de cette chose extraordinaire qu'est la justice. Donc je fais dès le rendez-vous 1 une pédagogie sur comment il faut regarder soit la victime, soit l'accusé quand on est la partie adverse. Déjà parce que je pense que comme c'est comme ça que la justice va regarder l'accusé, si je suis avocate de partie civile, en fait, il faut commencer à préparer la partie civile à l'idée que les juges ne vont pas regarder l'accusé, voire le condamné futur, comme le pire des monstres qui existe sur Terre. Donc, il faut commencer à préparer le client pour ça. Et deux, aussi parce que moi, je n'arrive pas à défendre en étant dans la surenchère de la vengeance, de la haine, de la dureté, de la violence. Je ne sais pas faire ça. Donc, je participe de la pédagogie à l'égard de mes clients très tôt, très vite, pour qu'ils comprennent que pendant l'audience, je ne vais pas être celle qui plaidera la monstruosité horrible de la personne en face. Merci. Ça fait aussi évoluer la manière dont on a de plaider. Oui. Est-ce que on sait d'avance comment on plaide et comment on plaide déjà? Est-ce qu'il y a des mots qu'on pourrait confier à des personnes qui ne font pas forcément de droit, parce que effectivement, je fais de la vulgarisation juridique, bien sûr, pas forcément pour des personnes qui font du droit, même s'ils sont intéressés par le droit en partie, et pas pour des personnes qui veulent forcément être avocats. Comment est-ce qu'on réfléchit à sa plaidoirie aussi? Alors, moi, je pense qu'il y a un objectif fondamental et principal à toujours avoir en tête, c'est qu'on plaide pour son interlocuteur. On ne plaide pas pour les médias, on ne plaide pas pour son client, on plaide pour la personne qu'il faut convaincre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut être le plus authentique et le plus vrai possible. Essayer de donner un petit bout de soi et ne pas en avoir peur. Ne pas être pudique, ne pas avoir peur de se livrer un tout petit peu. On ne parle pas de soi. L'idée, ce n'est pas de raconter notre propre vie. Mais je pense que ce qui peut toucher une personne en face, un juge, un juré, c'est d'avoir le sentiment que l'avocat a été complètement authentique et complètement vrai et qu'il a donné une petite part de son ressenti à lui et de son intime conviction à lui. Et puis après, la troisième chose, surtout si je prends la leçon de ce procès-là, de l'affaire Jubilard, ne pas prendre ses interlocuteurs pour des idiots. Au contraire, je pense que c'est tout à l'honneur d'un avocat que d'essayer de tirer vers le haut les jurés ou les juges en faisant pas de survulgarisation, de caricaturer un dossier, être un peu plus subtil. Puis bon, après, évidemment, connaître son dossier, ça c'est sûr. Oui, ça, évidemment, voilà. Évidemment. Mais bon, après, aux assises, c'est un peu particulier. Mais oui, voilà. Je crois que le plus important, c'est de dire qu'on parle à des juges, on ne parle pas aux clients et encore moins aux médias. Merci. Est-ce qu'il y a une stratégie à adopter lorsque l'on communique, que l'on communique avec son client, que l'on communique pour les médias, ou que l'on communique avec nos confrères? Est-ce qu'il y a une stratégie de communication qui est pensée en amont? Est-ce qu'on fait comme on le souhaite sur le moment? Ou comment est-ce que ça se passe? Ou ne pas communiquer, justement. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est sûr qu'il ne faut pas
aller dans l'improvisation en termes de communication, surtout dans un dossier comme ça. En revanche, moi, ma stratégie dans ce dossier-là, ça a été de faire quasiment pas de communication. Ça a justement été d'être la plus... en fait, que la parole soit rare. Voilà, l'idée, c'était que la parole soit rare, parce qu'il fallait... En fait, c'était un dossier tellement médiatique, où tout était apparu non-stop, en permanence, dans les médias, sur les plateaux télé, tout le monde avait tous les détails. Et à un moment donné, ces jurés, ils arrivaient avec tellement d'informations qu'effectivement, il me paraissait fondamental que la parole de ma cliente soit vierge d'interprétation et de manipulation. Et que vraiment les jurés ne découvrent la totalité de son témoignage qu'au moment où elle dépose devant eux. Donc ça, c'était important, je trouvais. Et effectivement, moi, ma stratégie de communication, ça a été d'être la plus discrète possible. Pourquoi ? Je vous l'ai expliqué. Et à la fin, tu me posais tout à l'heure la question de est-ce que tu prépares ta plaidoirie en amont ? Franchement, pour ma part, pas du tout. J'ai quelques idées. Mais quand on est sur un procès d'un mois, c'est impossible de connaître ça. Mais alors, impossible. Et surtout, je pense que c'est presque une erreur. Parce que ça veut dire que quand on a commencé le procès, on avait une plaidoirie et qu'il y a eu 4 semaines de débat et que rien n'a été apporté pendant les débats. C'est pas possible, on n'a pas été flexible, on n'a pas été réactif à ce qui s'est passé. Et donc, ma stratégie de communication, ça a été d'être la plus discrète possible. Parce que ma cliente n'est pas un membre de la famille, c'est pas l'enfant de Delphine, c'est pas... Donc j'ai estimé qu'il y avait d'autres parties civiles qui avaient plus de légitimité à être vraiment en vitrine. Et à la fin, ma plaidoirie, le fil conducteur, c'était la discrétion. La discrétion de ma cliente, la discrétion que j'ai eue en audience, la discrétion de Delphine Jubilard. Et donc, j'ai fait une espèce de fil conducteur comme ça, sur la discrétion des jurés. J'ai parlé de tout ça et de l'intérêt et de l'avantage à valoriser cette qualité qui est la discrétion, plutôt que l'esclandre, le coup de théâtre, parce que je pense aussi que la justice et la sérénité des débats, ça passe un peu par ça. Donc voilà, je ne savais pas sur quoi j'allais plaider jusqu'à la fin. Et est-ce que cette affaire t'a appris des choses professionnellement et personnellement particulières ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dégager spécifiquement de cette affaire ? Et des autres affaires, qu'est-ce qu'on apprend à la suite d'un procès ? Je pense qu'on apprend plein de choses différentes selon les audiences, selon les procès. Celle-là, justement, ça m'a appris, je le savais, mais ça me l'a confirmé, l'intérêt à protéger ses clients de la médiatisation, à se protéger de la médiatisation, à ne pas se laisser embarquer dans ce jeu de la surmédiatisation, qui est devenu, en tout cas pour ce dossier-là, encore une fois, je trouve que ça a nivelé vers le bas les débats. Mais ce qui est assez intéressant, c'est juste que je m'en suis rendu compte encore là, c'est qu'en fait on apprend toujours et encore un peu plus sur soi-même. On se dit ça y est, maintenant ça fait 12 ans que je fais des grosses assises, c'est bon. Eh ben non, j'ai encore appris un coup de plus que là il faut être plutôt comme ça, là fais attention quand tu poses la question comme ça, tu vois, t'as mal posé la question parce que le témoin a mal répondu, ça veut dire que t'as mal posé ta question. Typiquement, ça fait partie des choses qu'on apprend, c'est des techniques qu'on nous apprend pas forcément et qu'on développe au fur et à mesure de l'expérience. Jamais poser une question dont on ne connaît pas la réponse. Faire attention quand on pose les questions à bien les orienter. Toujours avoir la question d'après. Ne jamais imaginer la question d'après sortie du chapeau. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai apprises encore un peu plus. Mais pour rebondir sur ce point-là, donc ça veut dire que la communication, en fait, la communication est très réfléchie, mais c'est-à-dire qu'on pense aussi à comment va sortir notre question et comment notre prise de parole va être interprétée. Bien sûr. Comment on fait pour réfléchir à ça ? Parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout forcément à la fac de droit. Alors, bon, il y a beaucoup de défauts et de qualités à la fac de droit, mais il y a des choses qu'on n'apprend pas en communication à la fac de droit. C'est sûr. Et il y a des choses qu'on n'apprend même pas durant nos stages. C'est vrai que...
penser à réfléchir à un dossier et prendre la parole sur un dossier ou réfléchir aux questions d'un dossier, c'est des choses qu'on n'apprend qu'en pratique. C'est ça. Comment on fait ? Dire en pratique. Ok. Il faut s'être planté, il faut avoir vu des confrères se planter. En se disant ça je l'avais même pas anticipé, et ben maintenant que je viens de le voir, je pense que du coup je ne le ferai jamais pour ma part, mais j'aurais même pas pensé que c'était une erreur ou voilà. Non, c'est la pratique. Et puis se planter, c'est pas grave. Ça par contre vraiment, se planter, c'est pas grave du tout. Moi je pense que la seule boussole qu'il faut avoir, c'est nos principes déontologiques. C'est effectivement la défense avec dignité. Il ne faut pas être dans l'outrance, il ne faut pas être dans la caricature. La confraternité, c'est hyper important parce qu'à un moment, on ne se rend pas compte, là, l'espèce de surcompétition, on ne se rend pas compte que le jour où on va avoir un problème, quand on n'a pas été confraternel avec les confrères, ben on est solo. Et après, il ne faut pas venir s'en plaindre, en réalité. La confraternité, c'est à ça que ça sert aussi. Pour ceux qui ne s'imaginent pas que c'est juste de la politesse de base et de la bienveillance de base, eh ben, je vais donner un argument peut-être très égoïste, mais peut-être qui fonctionnera, c'est que protégez-vous, en fait. Si vous êtes confraternel, si vous êtes sympa avec les confrères, le jour où il vous arrivera quelque chose, bah là, vous pourrez compter sur cette famille extraordinaire qui est la profession d'avocat. Je me présente au Conseil de l'Ordre avec un super gars qui s'appelle Ludovic Blanc, qui est un gars hyper confraternel, hyper bienveillant, hyper investi dans la profession aussi. Et c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, ça, et qui nous est très très cher. C'est qu'à un moment donné, l'ordre des avocats, c'est aussi là pour nous protéger, parce que dans le rapport aux magistrats, dans le rapport aux clients, dans le rapport aux institutions, l'avocat est quand même un petit peu mis à mal et mis en difficulté. Si on n'est pas soudés les uns les autres, je ne vois pas comment on peut avancer et espérer protéger la profession. Et pour rebondir sur cette notion d'erreur, se tromper, c'est difficile. Oui. On nous retoque souvent sur le fait de se tromper, que ce soit dans les études de droit, dans nos stages, dans notre vie professionnelle par la suite. Comment est-ce qu'on parle à notre client du fait qu'on s'est trompé? Comment on reconnaît nos erreurs sur ça? Et comment on rebondit à la suite d'une erreur qui va évidemment être pointée du doigt quelque manière que ce soit à un moment donné dans notre carrière, plus tard, maintenant, tout de suite. Parce qu'on se trompe tout le temps. Oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que ça, on s'en prémunit en étant toujours dans la communication avec le client ou la cliente, en lui disant toujours ce qu'on est en train de faire, en étant hyper pédagogue et en étant humble. En fait, moi, je ne dis jamais, jamais, jamais à mes clients qu'on est certain d'arriver à tel résultat, qu'on est certain d'avoir la condamnation, qu'on est certain de ci ou ça. Je dis voilà d'expérience ce que je peux vous dire et ce que j'imagine et pense de l'issue de ce procès. Maintenant, ce n'est pas moi le juge. Et donc, je ne sais pas. Et il peut se passer autre chose. Donc, pour anticiper, j'aimerais bien qu'on envisage la défense et la stratégie de cette manière. Maintenant, je ne peux pas vous promettre que ça fonctionnera. Il m'est arrivé d'avoir des clients qui n'ont pas compris et qui ont très mal pris les mauvais résultats, qu'ils estimaient mauvais d'ailleurs. Mais c'est quand même une infime minorité pour ma part. Et je pense que c'est parce que systématiquement, les stratégies sont vues à deux, sont envisagées à deux et travaillées à deux. Moi, je n'avance jamais dans une stratégie de défense sans l'accord de mon client ou ma cliente. Jamais. Jamais. Il y a une transparence vis-à-vis du client. Oui. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y a des tips pour garder la tête froide, pour garder la voix juste dans des moments qui sont aussi compliqués comme le début d'un procès ou a posteriori, quand on va reprendre la parole avec nos confrères? Encore une fois, je pense vraiment se ménager des bulles avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, avec qui on veut, mais des gens extérieurs à l'audience. Ça, c'est hyper important. Et puis après, on va se le dire honnêtement, moi, 5 minutes avant de plaider, j'étais encore en train de réécrire des bouts de phrases de ma plaidoirie, dont en plus de ça, je l'ai rédigée, mais je n'étais pas convaincue que j'allais la lire. J'avais au moins des grandes phrases, des grandes idées.
Mais je me suis détachée d'une partie de ces grandes idées parce que j'étais en communion avec les jurés. C'est ça l'objectif d'une plaidoirie. C'est d'être en échange avec eux. Et donc, oui, les tips, je pense que le seul tips, c'est ça. Moi, juste avant, appeler les miens, avoir une petite visio, voir leur visage, ma mère, mon compagnon, les enfants, peu importe, quelqu'un qui nous raccroche vraiment à la terre, vraiment à la vie. C'est pas ce qui va se passer là. La vie, c'est ce que je vais avoir maintenant, et puis je vais aller au travail, et puis je vais le faire, et puis après on en sortira, et puis quoi qu'il arrive, arrivera ce qui arrivera. Voilà. Et est-ce qu'il y a des mots à donner, à transmettre au public? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre pour qu'on comprenne mieux ce qu'est le métier d'avocat, ce que ça implique, pour donner envie ou pas envie d'ailleurs, comme on souhaite? Est-ce qu'il y a des mots que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Bien sûr. Alors, moi, je suis avocate pénaliste. C'est un domaine très particulier. C'est assez étonnant parce que le monde des pénalistes, souvent on dit que c'est le monde des avocats, la fraction des avocats dans laquelle il y a le plus d'ego. Je pense que c'est vrai et je pense que c'est radicalement opposé à ce qu'est la mission de l'avocat pénaliste. Pour moi, l'avocat pénaliste, et je pense que c'est ça être un bon avocat, c'est la personne qui s'efface absolument derrière son client. On porte la voix de quelqu'un, on porte la vie de quelqu'un. C'est pas un sujet de contrat. Ce sont des vies. Et donc, on est... et c'est d'une beauté extraordinaire. C'est extraordinaire de se dire qu'en fait, on est juste un espèce d'outil, un vecteur. On est une transparence absolue pour que les juges voient la personne qu'on est en train de défendre sous un regard plus détendu, plus légitime. On est là pour éviter aux juges et aux jurés de ne voir qu'un accusé dans un box, mais une personne, ou de ne voir qu'une victime un peu hystérique, mais en réalité une femme qui a subi quelque chose que peu d'entre nous seraient capables de tolérer et de supporter. Donc c'est là où je trouve ça hyper fascinant, c'est que c'est un paradoxe absolu que les avocats pénalistes soient les plus égotiques, alors même qu'on est censé être les plus transparents. Donc voilà, moi ça c'est un des premiers trucs. Et puis il y a un mot que je trouve absolu dans la définition du métier d'avocat, c'est la liberté. On est parmi les métiers les plus libres. On peut faire ce qu'on a envie de faire. On peut faire de la formation, on peut défendre des gens, on peut faire du conseil, on peut faire avoir 15 vies différentes. Moi, j'ai été avocate en pénal international. J'ai travaillé sur des terrains de guerre. J'ai été faire des enquêtes sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. J'ai plaidé dans des juridictions étrangères. J'ai fait de l'observation de procès politiques. Je défends en comparution immédiate des pickpockets et des voleurs de vélos. C'est varié. Non, mais c'est quand même super varié, quoi. C'est extraordinaire. Je trouve ça dingue. Je défends des fonds d'investissement accusés de corruption à très, très, très haute échelle. Ce métier, pour ça, il est incroyable. Et je le trouve magnifique et fascinant. Et puis les rencontres qu'on fait, enfin... Moi, j'aurais jamais discuté pendant 1 heure avec un SDF de la gare du Nord autrement que si je n'avais pas été son avocate parce qu'il a volé un sac à main dans une voiture, dans un parking, quoi. Enfin, c'est un métier assez dingue pour ça. Et donc, s'accrocher parce que quand on fait les études de droit, c'est très, très, très abstrait. Alors qu'en réalité, mais qu'est-ce que c'est concret, ce métier, quoi. On est ancré à la réalité et à la terre. Voilà. C'est une spécificité du métier d'avocat pénaliste aussi. Oui, je pense, effectivement. Tout et à après, fait. Il y a plein d'autres spécialités dans le métier d'avocat qui sont super. Moi, j'ai choisi celle-là. Mais oui, c'est vraiment une spécificité. Il y a un magistrat qui dit quelque chose d'extraordinaire, Monsieur Rabiot, qui dit les assises, c'est la fenêtre absolue sur l'humain. Donc, si on est intéressé par l'être humain, bon, bah voilà, c'est le métier parfait. Et si, pour avoir le mot de la fin, si un mot résumait ton expérience professionnelle, lequel serait-ce ?
Oh, Un mot, c'est compliqué, hein, ouais, mais... un mot, c'est compliqué. Peut-être expérimentation. C'est-à-dire que j'accepte l'idée que tout soit un peu de l'expérimentation. Allez, on teste. Je suis pas sûre. Allez, on teste. Allez, on fait l'expérience et puis on verra si ça marche. Et c'est pas grave si ça marche pas. Rien n'est grave, les erreurs sont pas graves. Il faut se détendre. Ok, Voilà. génial. Eh bien, génial. Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait te retrouver pour voir peut-être tes précédentes plaidoiries ou te suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Et si oui, où? Alors, en ce moment, j'ai un compte Instagram avec mon colistier au Conseil de l'Ordre. Ça s'appelle Akory_blanc sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Frenchy Lawyer. Et puis, j'ai aussi un compte Twitter sous le même pseudonyme. Et puis, un compte Twitter officiel, Safia Akory. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi sur cette profession, merci à toi pour cette invitation. sur ce procès, sur cette manière-là de travailler professionnellement et plus personnellement. Ça m'en a appris davantage sur ce métier que je ne souhaite pas embrasser. C'est dommage, on aurait besoin de toi. On a besoin de toutes les belles âmes, vraiment. Eh bien, merci beaucoup. C'était Merci à toi. avec joie. Et puis, si vous voulez suivre Safia Akory, elle vous a donné son contact. Également, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram et plein d'autres réseaux sociaux petit à petit. Pourquoi pas en podcast bientôt? Sûrement en podcast bientôt. Je vais sûrement génial. Transformer cet épisode aussi en podcast pour que ce soit le premier Super. d'échanges. C'était un plaisir d'être avec vous également. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et puis à nous donner vos informations, à nous donner vos avis, vos commentaires, voilà, tout ce que vous avez envie de nous transmettre sur les différents réseaux sociaux. Et puis c'était à très vite, c'était IFA Women's Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.